Moril Tunus. Ah, attends, on va commencer. C'était pas précis. Bonsoir tout le monde, je suis avec Moril Tunus ici, live en Belgique, tout proche de Liège. Donc, c'est enfin l'heure. En fait, on a écrit 6 formations qui sont en ligne maintenant, qui sont la première, que j'oublie à chaque fois le nom. Du réflexe au mouvement sportif. Ça, c'est la deuxième. La deuxième, celle que j'ai écrite en premier, c'est celle-là, mais sinon, c'est l'apprentissage moteur au service de la performance sportive. Ouais. Deuxième formation du cursus sera le testing musculaire, parce que c'est très important pour les coachs d'apprendre à tester les muscles qu'ils entraînent, évidemment. Troisième formation, on se retrouve avec l'intégration sensorimotrice, avec Mike, justement, qui est là avec nous. Partie 1, partie 2 du niveau 1. Ensuite, on s'en va avec du réflexe au mouvement sportif. Ensuite, optimisation, correction du mouvement pour les sports de force, pour finir avec la neurologie appliquée au sport et à la rehab. Donc, ça va être assez merveilleux. 6 formations, en fait, que tout le contenu est en ligne, sauf qu'il y a 3 ateliers pratiques durant l'année de la certification. Donc, c'est des choses qu'on va parler un petit peu plus tard. Ben, pour l'instant, évidemment, on va faire d'autres lives avec les professeurs. Ça implique Maureen Tunus, Gregory White, Adam Ignace, donc les deux rugbyman australiens, en fait, qui sont coachs. Moi-même, et est-ce qu'il y en a un autre là-dedans? Je pense que c'est Mike Lapointe. Donc, très succulent comme cursus. En fait, beaucoup de nouveautés de jamais vues dans le domaine du sport. Donc, c'est la première certification qu'on dit de niveau 1 parce qu'il y aura un niveau 2 par la suite qui va mener au titre de neuroathlétique trainer, donc certifié par NERA, ce qui est super, ce qui va nous permettre en même temps de référencer les personnes qui ont fait ce cursus-là directement sur notre site web, comme on fait avec les posturologues certifiés chez nous, NERA. Donc, on s'assure que ce sont des personnes qui ont fait énormément de travail théorique et pratique, qui sont au poil, qui ont passé tous les examens possibles. Donc, la crème de la crème. Alors voilà, j'aimerais que tu parles un peu ta première formation, parce que les formations, comme je vous dis, sont déjà en ligne, en français, mais il n'y avait pas l'aspect pratique qui était présent. Ce n'est pas des formations qu'on a mis beaucoup en avant-plan au niveau du marketing, etc. Parce que, bon, on est plus spécialisé, on est plus connu dans le domaine de la thérapie, mais on a quand même des formations en entraînement qui sont vraiment géniales. J'ai moi-même eu une salle en développement athlétique pendant plusieurs années, le Primal Camp. Donc, créer beaucoup de contenu par rapport à ça, beaucoup d'expérience sur le terrain aussi. Même chose pour Moril. Donc là, on s'attaque maintenant au marché préparateur physique des coachs et avec de la neuro qui fonctionne, en fait, qui est applicable, mais avec toute la compréhension en arrière de ça, la biomécanique et des périodisations, etc. pour l'athlète. Donc, ça va être pas mal intéressant et différent, en fait, de ce qui est actuellement sur le marché dans le domaine. Donc, on ne dérange personne et on aime les autres aussi. Donc, c'est ça le bonheur dans tout ça. J'aimerais que tu me parles un peu de ta formation. En passant, est-ce que tout le monde entend bien le son, peut-être, au niveau des Facebook et compagnie et au niveau d'Instagram? On a 2 plateformes en ce moment. Il n'y a pas de retour de son, j'espère. Faites un petit cœur, un petit pouce, quelque chose. Faites-nous signe, écrivez-le, s'il vous plaît. Sinon, ben non, on va arrêter de parler. Après que ouais, c'est ça. On n'entend rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ils sont gentils, mais c'est tout. J'aimerais que tu me parles de ta première formation, en fait, sur l'apprentissage moteur au service de la performance, parce que c'est une super formation qui est très théorique, en fait. Tu as fait un giga travail de recherche là-dedans. Et cette formation-là, seule, si vous la prenez, elle n'aura peut-être pas le même impact que mis dans un cursus comme ça, qu'on s'en va comprendre pourquoi qu'on doit utiliser le cerveau pour le mouvement, c'est quoi les phases de développement neurologique, etc., neurodéveloppemental, en fait, qui nous permettent d'apprécier un mouvement qualitatif ensuite et pourquoi que certains mouvements sont problématiques, en fait, plus tard. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu ta ligne directrice avec ce cours-là. Puis, le contenu ou plutôt... Ouais, ben ouais, un peu le pourquoi du comment. Puis, donc, l'idée, en fait, c'est que au début, j'ai plutôt écrit du réflexe au mouvement sportif.
Et après avoir écrit ce cours-là, donc c'était par rapport à tout ce qui avait trait à la préparation physique et surtout aux qualités athlétiques qu'on pouvait aller travailler et exploiter. Je me suis dit qu'il manquait en fait des informations par rapport à l'apprentissage moteur. Donc, on peut fermer la porte, s'il vous plaît. Laissez le chien de l'autre côté. Pour la petite histoire, il y a mon chien qui fait des siennes, alors c'est difficile de se concentrer. Mais du coup, j'ai écrit cette première formation-là et je trouvais que ce qui pêchait un peu dans peut-être le monde de la préparation physique, de l'entraînement, c'était bien enseigner nos contenus de cours. Donc, quand on a un athlète ou qu'on a monsieur et madame tout le monde, qu'on a un patient, c'est d'avoir cette capacité à expliquer aux gens. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai écrit cette formation-là, en expliquant beaucoup. Est-ce que tu peux le mettre là, s'il te plaît? Voilà. Donc, c'est pour ça que... On va y arriver, on va y arriver. Je vais le faire. Une petite seconde. Voilà. Et voilà! Nouveau départ. Donc, je disais... qu'est-ce que je disais? C'est un peu dur. Le contenu était présenté par certains professeurs. Voilà. Bien expliqué de façon théorique, mais... Voilà. Donc, le but, voilà, dans cette formation-là, c'était d'avoir tout un versant plutôt sur le cerveau, comment est-ce qu'on apprend, sur la neuroplasticité, qu'on apprend à travers nos sens, et donc un petit peu expliquer, voilà, l'oreille, quelles sont ses fonctions, les yeux, le toucher, les récepteurs sensoriels, etc. Et puis, plein d'informations aussi par rapport aux différents âges, que ce soit chez les enfants, les adultes ou chez les personnes âgées, et en quoi ça pouvait participer ou influencer en tout cas l'apprentissage. Donc, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant. Après, il y a encore plein d'autres informations. Et comme on l'avait dit au dernier live, il y a quand même 340 pages de contenu. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'était un peu de se retrouver entre ce qui a fait te faire connaître, donc tout ce qui est la neuro, sans pour autant pousser aussi loin et sans pour autant intégrer ici du testing musculaire, étant donné que ça vient dans la suite du cursus finalement. Ouais. Donc voilà, c'était plutôt par rapport à ça. Je ne sais pas si éventuellement je peux dire d'autres choses, mais... Ouais, les points forts de cette formation, en fait, qu'est-ce que les gens vont tirer de cette formation-là, selon toi, qui manque au niveau des formations que tu as fait ailleurs, etc.? Ouais. Pour moi, c'est avoir une meilleure structure. C'est-à-dire qu'on sait quel public on a en face de soi et on sait le langage qu'on doit avoir envers eux. Et on sait en fait ce qu'ils vont en retirer. Pour moi, en tout cas, qu'il est écrite, je l'ai écrite comme j'aurais voulu en fait l'avoir. Il y avait pour moi des trucs que je n'avais pas forcément comme info. Après, c'est sûr, c'est comme tout le monde, faudra faire son travail derrière, faudra mettre en perspective, faudra pas lire son cours qu'une fois, faudra retourner dedans. Oh, il y a des devoirs, etc., des choses comme ça qui vont être évidemment de mise dans le cursus complet. Bon, c'est évidemment, vous pouvez prendre la formation séparée en elle-même sans adhérer au cursus, c'est correct aussi, mais elle prend beaucoup son sens avec tout ce qui vient après, en fait, qui va mettre en valeur. Maintenant qu'on sait les étapes neurodéveloppementales reliées à l'apprentissage, au sport, etc., maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les perturbateurs qui peuvent nuire autant biomec, au niveau de la technique, au niveau des phases d'apprentissage, parce qu'en tant que tel, c'est un peu ce que je comprends, c'est qu'on ne donne pas la même périodisation à un jeune adulte qu'à un adolescent, qu'à un enfant, qu'à une personne âgée. Il ne faut pas les prendre de la même façon parce que leur cerveau n'est pas dans la même période d'apprentissage, dans les mêmes périodes d'habileté motrice non plus. Au niveau de la proprioception, c'est pas la même chose non plus. Donc, c'est adapter les périodisations en réalité avec le développement neurologique de la personne. Évidemment, après, ce qu'on va apprendre plus tard dans le cursus, c'est d'essayer de ramener les personnes à une optimalité au niveau de leur développement neurologique, en fait. Entre autres, puis d'utiliser des outils ou des méthodes ou même des outils qui peuvent être thérapeutiques, on peut dire, comme l'utilisation des 7 diaphragmes, des choses qui nuisent à l'activation des chaînes musculaires, des chaînes faciales. Donc, c'est franchement intéressant, l'utilisation de l'immunothérapie, chromothérapie,
d'autres technologies. On est vraiment allé très loin. Puis autant au niveau des méthodes, en fait, pour les sports de force, etc. Donc, c'est un mix de tout ça. C'est vraiment intéressant. Si on parle, qu'est-ce qu'on va faire? C'est premièrement, on va lancer un cours d'introduction, en fait, pour ceux qui vont être intéressés, qui ne sont pas nécessairement appelés par le cursus complet sans avoir mis un peu les mains à la pâte. On a préparé un cours d'introduction de 3 jours, en fait, qu'on va parler prochainement. On ne vous dit pas qui va le présenter. C'est une surprise. On va avoir 3 journées, en fait, qui vont être dédiées à une forme de résumé, en fait, des 6 formations à l'intérieur. Donc, cette formation-là en soi va être très bonifiante pour vous en tant que coach préparateur parce que vous allez directement avoir des outils que vous allez pouvoir utiliser le lendemain matin au gym, à la salle. Mais elle vous permettra d'avoir un rabais, en fait, ensuite, au niveau du cursus complet, parce que vu que vous avez payé une formation qui a déjà du contenu qui fait partie des 6, ça aurait été un peu radin, on va dire, de vous recharger un plein prix pour le cursus. Donc, c'est un choix qu'on a décidé de mettre en place cette semaine. Donc, le livre est prêt. Il reste juste à mettre des dates à l'agenda. Donc, j'espère que ça vous intéresse. Vous pouvez déjà signaler votre présence. Yo, ça m'intéresse. On va pouvoir vérifier vous êtes où sur la map puis ouvrir peut-être des plages horaires en conséquence de votre géolocalisation. Donc, si on va passer rapidement au niveau des autres formations, parce que je veux surtout que tu parles de ton contenu, je fais des lives avec les autres personnes, mais comme je suis là et que je fais partie des personnes qui présentent en fait le matériel, la deuxième formation du cursus, c'est le testing musculaire. Donc, si vous êtes un coach en ce moment, puis vous demandez à votre athlète de faire un row ou n'importe quoi, que ce soit de l'haltéro, exemple, puis je vous dis, est-ce qu'on son grand dorsal active bien? Puis vous me dites, il y a de l'air d'activer parce qu'on dirait qu'il y a une contraction musculaire quand je le regarde visuellement. Si vous n'êtes pas capable de tester le muscle pour savoir s'il est capable de supporter une charge externe, ça ne va pas. Ça ne va pas. Puis ce n'est pas un manque de connaissances en biomech parce que vous êtes bien formé. C'est un manque de formation au niveau on a besoin de toucher au minimum les gens. On est capable. C'est toujours ça que la ligne est un peu difficile avec les gens dans le coaching parce qu'on dit, on n'a pas le droit de toucher les gens. Oui, mais tu as le droit de guider un mouvement. Donc, à partir de là, tu as le droit de guider un mouvement, tu as le droit de dire, pousse là, tu n'es pas en train de faire de la thérapie manuelle. Ce n'est pas illégal en soi. Tu peux l'aider, tu peux mettre une bande élastique puis lui dire de tirer dessus. Écoute, c'est le même principe. Exactement le même principe. On est beaucoup de coachs à toucher pour dire resserre les omoplates sans mes doigts en arrière. Ouais. Là, tu sens tes pecs qui activent. Ouais. On utilise beaucoup. Donc, en soi, il n'y a pas de souci. Donc, j'essaie de vous éviter un mal de tête, vous demander si c'est légal ou pas. C'est complètement légal. Et c'est très, 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 très utile parce qu'en fait, c'est un peu comme une méthode diagnostique, savoir si le muscle a un potentiel de contracter correctement, s'il est capable, en fait, de supporter le système musculo-squelettique aussi. Parce qu'en fait, un muscle qui ne fait pas bien son travail, évidemment, on est tous forts dans le maillon le plus faible. Dès qu'il y a un muscle dans une chaîne cinétique qui est problématique, à partir de là, le corps va être obligé d'inventer un nouveau mouvement, c'est-à-dire va perdre de la précision. Et les meilleurs athlètes, c'est les athlètes qui restent le plus longtemps précis, donc le plus longtemps en économie d'énergie et avec le moins, on va dire, de mauvaises informations qui s'en vont au niveau du cerveau. En fait, parce que plus qu'il y a des messages d'erreur qui s'empilent, évidemment, le système nerveux central, le système nerveux général doit empiler ces informations-là, faire des corrélations, faire des ajustements avec le cortex moteur, cortex sensoriel, le thalamus, etc., différentes aires, peaufiner le tout avec le cervelet. Et quand il y a un paquet d'erreurs qui se glissent là-dedans, le mouvement sportif va être affecté. Puis, c'est rééduquer un patron moteur, c'est quoi, 400 répétitions, des choses comme ça, ça peut être une connerie, mais en fait, c'est très, très long, mais tu peux rééduquer un truc avec un muscle qui ne fonctionne pas, tu fais juste te battre contre le courant, on ne gagnera jamais. Donc, en apprenant à tester déjà les muscles qui sont problématiques, évidemment, on peut aller utiliser des stratégies, en fait, pour rééduquer ces muscles-là beaucoup plus rapidement.
et savoir, ben, c'est où le problème dans la chaîne. Parce que se fier à nos yeux, des fois, c'est un peu une illusion parce qu'il y a trop de potentiel d'erreur parce qu'il y a des muscles qui vont faire des mouvements similaires, hein, sont agonistes. Donc, ça va nous trahir un peu visuellement sur, ben, OK, il y a un problème dans son mouvement, son adduction, exemple de l'épaule n'est pas bonne, mais il y a beaucoup de muscles qui font de l'adduction de l'épaule. Donc, on peut définir de façon précise quelle portion du muscle est problématique. À partir de là, faire un travail, ça peut être collaboratif avec un ostéo, un kiné ou même le coach, rajouter un peu plus d'entraînement de ce muscle-là, faire des variantes, ramener de la sécurité dans le système. Puis ça, ce qui va être intéressant, c'est justement que la dernière formation du cursus avec neurologie appliquée au sport, que j'ai développé un système de couleurs, en fait, avec les mouvements qui nous permettent de savoir quel exercice va créer une espèce de frein au niveau du système nerveux, va faire que l'exercice, exemple, je te dis, fais des biceps, ben, tu peux faire des biceps curls à la barre, puis que finalement, ton système nerveux fait « j'aime pas ça ». Puis en fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Ça va créer une régression. Tu vas perdre des aptitudes, même si ton muscle, oui, il va faire de l'hypertrophie, mais en fait, ton système nerveux va juste mal coopérer dans l'équation. Là, tu fais juste changer de prise, créer une variante avec autre chose, puis là, tout d'un coup, ça devient un exercice qu'on va dire jaune, un exercice qui n'est pas réellement de gain, mais pas réellement d'effet problématique. Bon, ça fait que ça devient plus intéressant qu'un exercice, on va dire, rouge comme l'autre. Et il y a d'autres exercices, en fait, une variante qu'on va aller chercher qui va être un exercice, on va dire, vert, que lui optimise le système nerveux. Ça veut dire que l'athlète commence à fatiguer, il fait ses trucs, on peut lui rajouter un exercice qui est vert, son système nerveux s'améliore, en fait, on crée un effet de sécurité, on vient le cervelet est plus coopératif, tout est plus coopératif, puis après ça, on peut redonner des exercices qui sont plus redondants, puis comme ça, ben, on garde la personne, on peut rallonger les périodes d'entraînement ou on peut venir optimiser, en fait, différentes. Exemple, la personne doit améliorer ses ischio-jambiers. Bon, ben, est-ce qu'on va lui donner des exercices rouges qui fait que son système nerveux fait « Ah non, je ne suis pas capable de supporter ça » ou on va lui donner des exercices verts avec peut-être quelques exercices jaunes juste pour le côté hypertrophie sans dire qu'on vient rajouter une sécurité neurale. Donc, ce système-là, c'est assez génial. Donc, vous allez avoir accès à l'introduction là-dedans. En fait, déjà pouvoir commencer à jouer avec ça. Quand on va passer dans le niveau 2, ben là, je vais faire des grilles énormes avec les potentiels de tout ça. Je ne veux pas trop dévoiler ma stratégie, mais c'est assez génial. Donc, le cursus, la manière qui est fait avec les 6 formations, il y a une espèce de boucle que vous allez étudier mieux que n'importe qui dans les gyms, ça, définitivement, parce que moi, j'ai quand même au-dessus de 14 ans de travail et de recherche en arrière de ça, c'est pas du n'importe quoi. Passe beaucoup de temps à explorer ces concepts-là, à les utiliser sur moi-même, sur d'autres, sur des centaines de personnes, en fait, quand j'avais le Primal Camp aussi, en clinique, en réhabilitation, etc. Donc, c'est du solide, c'est du sérieux. La recherche est en arrière, et là, j'ai passé à peu près tous les livres possibles aussi en powerlifting. J'ai pratiqué en powerlifting, en strongman aussi. Donc, les sports de force, ça me parle beaucoup. Et la réhab aussi, donc, du fait que je suis un ancien handicapé, un handicap partiel au niveau des jambes. Donc, j'ai un certain intérêt dans le sujet. Parenthèse finale du 6e cours, on vient testing musculaire. Donc, vous allez apprendre absolument tout tester ces trucs-là, puis ça peut vous mener à, éventuellement, si vous avez une carrière un peu hybride, comme j'ai plusieurs de mes étudiants, qui sont préparateurs physiques, ostéopathes, préparateurs physiques kinés, etc. Évidemment, pour les kinés, ça va être super bénéfique aussi. Je partage ici. Bon, excusez-moi. OK. Donc, 3e formation, on parle, je vais en parler très rapidement, parce que je referai un live avec Mike sur le sujet, mais c'est l'intégration sensorimotrice, en fait, niveau 1, qui inclut partie 1, partie 2. On va apprendre à tester les sous-systèmes d'activation neurologique. C'est-à-dire, est-ce que la personne est forte dans son système latéral, je peux la pousser, est-ce qu'elle est forte dans ses chaînes antérieures, ses chaînes postérieures, c'est quoi les 7 diaphragmes qui vont créer des conflits avec ça? Ça peut être l'os phéno-occipital qui fait des problèmes, le palais qui ne bouge pas bien, ça peut être l'os hyoïde qui ne bouge pas bien, qui est la fin de l'arbre respiratoire, en fait, ça peut être la fascia thoracolombaire, ça peut être le plancher pelvien, ça peut être le nerf vague, bon, avec l'omoplate, ça peut être le talus, l'articulation talocurale. Donc, ces trucs-là, on apprend des liens en biomec qu'on n'apprend pas habituellement en tant que préparateur physique coach.
On va comprendre certains de ces liens-là dans le mouvement, exemple en ostéopathie, mais après, comment qu'on fait en tant que coach pour rééduquer ça? Bien, il y a des méthodes de rééduquer ces trucs-là sans avoir à faire de la thérapie manuelle sur le client. Donc, vous allez apprendre tout ça, comment utiliser ça, et c'est franchement gigantesque. Vous allez apprendre en même temps la rééducation des patrons moteurs associés avec des points neurolymphatiques aussi qui viennent réactiver ces muscles-là, en fait. Les points neurolymphatiques vont nous servir à éliminer, on va dire, favoriser la circulation de la lymphe pour venir éliminer des déchets au niveau des muscles. Donc, ramener des nutriments au niveau des muscles, éliminer des déchets et les muscles réactivent automatiquement. Mais évidemment, pour ça, il faut comprendre les liens avec les lignes de fascia, les liens des chaînes myofaciales, en fait. Les points neurolymphatiques, il faut comprendre les liens avec les sous-systèmes, avec les autres articulations que je vous ai dit. Donc, ça, c'est tout dans la formation. C'est un incontournable, selon moi. Ouais. Autant en thérapie que dans le coaching. Il n'y a aucun athlète. Malheureusement, je dirais que 3 personnes sur 4 ont un problème avec les 7 diaphragmes facilement. Ben, tu en as au moins 1 sur les 7 qui tombent, quoi. Ouais. Mais généralement, je parle les chaînes latérales ou antérieures, postérieures. Ouais. Il y a au moins 3 personnes sur 4 que c'est problématique. Donc, minimum 75% des clients. Puis comme je vous dis, c'est un incontournable. Moi, je fais ça avant de faire la posturologie parce que ça permet à la personne de se stabiliser en respirant. Respirer, c'est le premier et le dernier mouvement du corps. Donc, moi, j'appelle ça, on va dire, je ne veux pas dire l'interoception, mais c'est comment se stabiliser par rapport à soi versus la posturologie, c'est comment se stabiliser par rapport à son environnement. Donc, il faut être capable de stabiliser par rapport à soi-même avant de vouloir interagir avec l'environnement. Puis comme je vous dis, si au moins 75% des gens ils ont ce problème-là, minimum, c'est vraiment un gros minimum, là, je suis très prudent dans mes mots, ne savent pas se stabiliser juste en respirant. C'est un problème. Donc, vous allez apprendre à corriger tout cela. Évidemment, il y a d'autres techniques qu'on montre. On montre les réflexes primitifs. On montre comment la réintégration des réflexes primitifs. On vous montre sommairement comment rebalancer des troubles hémisphériques, donc cerveau gauche, cerveau droit, des troubles proprioceptifs, etc. On vous montre une rééducation sensorielle aussi, sensorimotrice en fait, avec chaque membre du corps, voir si au niveau de proprioception, ça va bien, est-ce que la personne est bien capable de sentir ses parties, puis de réagir dans un bon timing, avoir une bonne synchronicité du ressenti et du geste. Parce que quand on voit que quand ce n'est pas intégré, que ce soit pour les gens qui font des sports de balle, entre autres, là, etc., on voit particulièrement dans les sports de balle parce qu'ils reçoivent un truc ou de combat, ils reçoivent une information qui sont capables de réagir au stimulus de façon précise et coordonnée. Mais évidemment, ce ne sera pas l'athlète qui va faire les podiums. Hein? Il va toujours avoir un gros retard par rapport aux autres. Donc, ce truc-là, c'est assez magique. Puis, c'est la dissociation aussi des 2 épaules, des 2 hanches, en repassant par le développement neurologique, c'est-à-dire mouvements, on va dire, homolatéraux, ipsilatéraux, controlatéraux, donc est-ce qu'on est capable de bouger 2 épaules ensemble, l'épaule puis la hanche du même côté, l'épaule puis la hanche en opposition aussi, et de sentir, mais pas juste sentir, mais bouger. Donc, c'est une super méthode qui est incluse là-dedans. Évidemment, il y a d'autres trucs qui sont intéressants dans cette formation-là. On passe au cours 4, qui est ta formation, en fait. Là, maintenant qu'on a appris à rééduquer un peu ça, les hémisphères, le mouvement, les étapes neurologiques, rebalancement hémisphérique, les réflexes primitifs, qu'on a activé les muscles, qu'on a compris les stages de développement, en fait, de la proprioception, bon, en fonction de la première formation. Là, on peut passer sur le terrain un peu, voir, OK, comment que ça bouge cette personne-là maintenant. Là, on tombe à la formation du réflexe au mouvement sportif de Moril, qui a quand même pas mal de théories, mais aussi beaucoup d'applications cliniques. Donc, j'aimerais ça que tu en parles. Ben, l'application pratique, surtout, hein, plus que clinique. Oui, ben, excusez, je suis habitué aux cliniques. Hein. Vu que notre objectif, c'est vous, les entraîneurs, les préparateurs physiques, coachs, etc. Donc ici, l'idée, c'est que... Athlète, pourquoi pas? Oui, athlète. Donc l'idée ici, c'est qu'on maîtrise finalement déjà les réflexes archaïques, etc., qu'on n'a plus de problème à ce niveau-là. Et c'est de venir justement jouer sur cette contralatéralité, ipsilatéralité, etc., en venant stimuler de plus en plus le cervelet. Donc, il y a plein de gammes athlétiques où je vous ai mis finalement l'abécédaire des gammes athlétiques, c'est-à-dire les skipping, les tap-fesses, les classiques. Oui, les classiques, tout à fait. Et puis après, j'ai été construire autour
en me disant aussi, ben, tiens, je vais un petit peu mettre l'accent, essayer d'intégrer des réflexes archaïques dedans. Donc voilà un petit peu le cœur de la méthode. Des stimulations aussi des hémisphères, puis ces patrons moteurs-là qu'on trouve ici au mot. Voilà, c'est ça. Ça, c'était pas mal ta zone de génie. Moi, j'avais vu des vidéos, toi, tu avais commencé à intégrer ça avec des athlètes. Puis mais qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Puis j'ai fait, puis c'est pas con, parce que pour sauver du temps, en fait, au lieu de faire des trucs qu'on se touche aléatoirement des parties du corps, ben, il a créé des gammes athlétiques, en fait, qui intégraient ces mouvements-là pour rajouter un degré de difficulté et de précision aussi pour les athlètes, puis travailler leur synchronicité, mais c'est pour les avoir testés, c'est quelque chose. C'est pas facile, pas facile. Puis c'est un peu ce qu'on veut, c'est que nos athlètes soient en mesure, en fait, de regarder un mouvement, de le reproduire avec une certaine pratique, mais aussi que l'exercice ait un certain sens. Où, si ce n'est pas pour le neurodéveloppement, c'est au moins pour un geste sportif. Ouais. Donc là, on sait que ces mouvements-là qui ont été intégrés là-dedans ont une fonction. C'est pas juste pour faire beau. Là. Souvent, des fois, on voit des drills d'échelle, des choses comme ça, puis on se dit, ben, ça va te servir à quoi au final? Là? Et puis pour la petite anecdote, il y a aussi, je ne sais pas si tu connais, Phil Daru. Il a été plusieurs fois sacré meilleur préparateur physique en Amérique, je crois. Lui, il a beaucoup de combattants MMA. Il ne fait pas des trucs comme j'ai pu mettre dans la formation où il y a vraiment des mouvements croisés qui partent un petit peu, qui vont chercher loin. Mais par contre, dans ses échauffements, il intègre beaucoup des gammes athlétiques. Alors que finalement, si tu veux aller pile dans la spécificité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a avant d'être spécifique pour un sport, il faut être spécifique pour un être humain. Tu vois un peu ce que je veux dire? Les mouvements fondamentaux doivent être voilà, les mouvements croisés, mouvements ipsilatéraux. Voilà. L'avantage aussi, c'est que dans les gammes athlétiques, tu as des phases de suspension et des phases où tu es plutôt terrien avec le sol. Mais le temps que tu es en l'air, tu n'y passes pas beaucoup de temps. Donc, quand tu reviens au sol, si à un moment, tu n'es pas capable de repartir, c'est que tu as un truc que tu as loupé. Donc, c'est ça que c'est intéressant, c'est que ça nous renvoie aussi beaucoup de feedback. Donc, au niveau proprioceptif, c'est très intéressant aussi. Et c'est beaucoup de travail de pliométrie basse, donc c'est vraiment très intéressant. Et je t'avais dit, quand on a écrit la formation, que moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'en tant que préparateur physique, donc j'étais entraîneur dans l'athlétisme et préparateur physique en même temps, c'est qu'on demandait toujours aux athlètes de coordonner leurs bras. Si vous suivez des vidéos, des fois de préparateurs physiques, ils vont vous dire de coordonner les bras. Vous avez toujours un truc très mécanique de bras qui s'étend, qui se replie. Il n'y a rien qui part des épaules. Et finalement, la consigne, elle est donnée, un peu comme une bouteille à mer. Et puis, tu sais, c'est du blabla. Donc, c'est pour ça que l'apprentissage moteur au service de la performance est venu aussi derrière. C'est pour compléter un petit peu ce travail qu'on a fait sensorimoteur, etc. Donc, moi, le but, c'était de mettre des situations dans mes gammes athlétiques où finalement, les gens, de par la tâche, vont apprendre et vont automatiser les choses plutôt que de le dire verbalement. Ouais. Parce que des fois, il y a des choses, verbalement, ça ne veut rien dire. Que si tu mets, je ne sais pas si tu as vu une story que j'ai mis dernièrement de moi à l'entraînement, j'ai mis un anneau et je faisais des exercices d'abdominaux en tournant, en m'organisant autour de l'anneau pour travailler les abdos. Tu fais du pole dancing. Du ring dance. C'est tout nu aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour te dire que des fois, on a beau l'expliquer, on ne se fait pas comprendre et puis il suffit de mettre un truc pour structurer la personne et puis ça ouvre plein de portes, quoi. C'était un peu dans cet ordre d'idée-là aussi. Excellent. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de consigne qui ne sert à rien un peu, qui ne veut rien dire? Coordonne tes bras. Coordonne tes bras. Coordonne tes bras. C'est le truc le plus aberrant que je vois, notamment dans les échelles de rythme, je pense qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que par exemple, dans les échelles de rythme, tu fais des pas assez courts, le mouvement des épaules va suivre le mouvement des hanches, donc ça va être très court même au niveau des bras. Tu n'as pas besoin de flexion, d'extension au niveau des coudes énormes, c'est vraiment des petits mouvements de secousse d'épaule. C'est pas le bras qui le fait avancer, parce que le bras peut faire ça toute la journée sans qu'il y ait réellement un mouvement thoracique. Ouais. Puis ce qui fait qu'on peut se déplacer dans l'espace, c'est les chaînes en fait antérieures, postérieures, latérales, c'est les chaînes obliques en fait qui vont tracter le corps vers l'avant puis faire cette espèce de contraction musculaire-là, de relâchement de la chaîne antagoniste, puis après ça va. Quand on la relâche, elle libère de l'énergie aussi. Puis là, ça fait qu'on se déplace comme ça, en fait, comme des élastiques un peu qui tiennent en suspension. Mais juste bouger le bras, on peut complètement juste pas bouger le corps puis bouger le bras à l'infini. Donc,
Il faut savoir ce qu'on attend aussi. On ne tire pas de l'air avec notre bras. C'est pas comme s'il y avait une poignée au bout du bras et qu'on se tirait à chaque fois quand on court. C'est un peu ça. Les élastiques sont dans le tronc, ils ne sont pas dans le bras. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est des mauvaises conceptions. Si vous écoutez des combats, vous allez regarder, vous allez voir des fois des coachs, ou surtout dans les combats amateurs qu'on va le voir, on va entendre des gens qui vont dire « Ah ouais, frappe! » Ou ils vont dire des trucs comme ça. Ça ne veut rien dire. La tête, frappe quoi, frappe où, frappe quand. Donc, il ne faut pas parler pour combler des vides dans l'entraînement. C'est-à-dire, si on donne une consigne, il faut savoir pourquoi on la donne et ce qu'on veut observer, ce qu'on veut voir en retour. Si on donne une consigne et que tu ne vois rien, tu ne vois pas que la personne est en application et que toi tu dis c'est bien, qu'est-ce que tu as apporté finalement? Il faut valoriser. Ouais, souvent on essaie de combler les vides dans une séance, soit en criant beaucoup, en motivant, ou soit en donnant beaucoup de consignes pour avoir l'impression qu'on fait quelque chose. Ça a ses limites aussi. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça peut avoir ses limites. Ben, c'est définitivement pas ce qui va amener l'athlète le chemin le plus rapide pour son développement. C'est sûr que le fait qu'il dépense d'énergie, puis qu'il bouge, puis qu'il il y a un certain travail, il va développer des qualités athlétiques, mais pas autant que s'il serait, si vous preniez votre bagnole, vous avez le choix d'embarquer sur une autoroute qui est droite, qui va super bien, ou embarquer dans un chemin de terre à côté. Évidemment, il y en a un des deux qui va se rendre plus vite à destination. Je vais lire le commentaire ici de Maria. J'ai besoin de conseils afin de récupérer du muscle tonique puis supporter mon squelette en mouvement. Le début stabilisateur, peut-être? Muscle tonique, ramener un peu de tonicité au niveau des stabilisateurs, peut-être, pour permettre du mouvement, parce qu'il faut être capable de se stabiliser avant de mobiliser. C'est peut-être ça que je comprends. En fait, as-tu des suggestions de... récupérer du muscle tonique, oui. Je pense que c'est juste mal formulé un petit peu, là. C'est normal, c'est pas votre métier. Pour moi, il y a deux idées qui sortent. C'est reprendre de la masse musculaire et dans un autre temps, c'est travailler sa proprioception. C'est ça que je comprends par la question. OK, c'est cimentation de 10 vertèbres. Bon, je vois, OK, fait qu'il y a un accident, probablement, ou un manque de mouvement. En fait... c'est thérapeutique et c'est coaching. Oui. Ouais, évidemment, il y a peut-être besoin d'un peu de thérapie manuelle dans le cas en ce moment. Là. On ne sait pas si ça vient d'un manque de mouvement ou d'un accident là, dans votre cas. Mais évidemment, des exercices de gainage, des planches latérales, des planches normales, des variantes de choses comme ça peut être très intéressant en fait pour renforcer ça. Évidemment, quand on parle d'un gainage, c'est pas juste contracter les abdos. Habituellement, on veut contracter les fesses, vraiment devenir comme une barre bien dure, respirer, gainage, même des omoplates, activer le dos. L'ostéoporose a fragilisé ma colonne vertébrale. Oui, bon, définitivement. Donc, il y a probablement un aspect nutritionnel aussi là-dedans au niveau de l'ostéoporose. Donc, cas complexe. Cas complexe, ça prend une prise en charge. On ne veut pas dire n'importe quoi comme ça sur les médias, vous donner un exercice puis pas faire n'importe quoi. Oui, le gainage, ça va aider pour stabiliser, mais là, si on regarde le contexte global, c'est que là, il y a des problèmes au niveau des articulations. Il y a probablement des dépôts de calcium qui sont faits au niveau des articulations, donc probablement au niveau de la nutrition, peut-être un petit déséquilibre, des choses comme ça. Il y a même des fois des composantes émotionnelles au niveau de l'ostéoporose. On dit que je me permets d'ouvrir cette parenthèse-là. Là. Je ne peux pas sortir le thérapeute en moi. Là. Malheureusement, il est toujours présent. Mais souvent, tout ce qui est dégradation des os, les os, c'est notre fondation. Et souvent, il y a de la dévalorisation personnelle qu'on va avoir dans ces cas-là. Donc, même si je vous dis, faites des planches à la maison, puis que la composante émotionnelle, nutritionnelle, etc., n'est pas prise en charge, évidemment, on n'aura jamais les gains qu'on veut. Puis le but, nous, chez Nuera, c'est jamais de vendre du rêve. On essaie d'amener des... ouais. Donc, on essaye de regarder l'humain de façon globale et de trouver des solutions, en fait, adaptées à chaque personne. Pas donner des conseils comme ça à tout vent, mais définitivement, il y a toujours un potentiel d'aider les gens au mieux en regardant le mieux qu'on peut tout cet ensemble-là, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Il n'y a personne qui est un cas final. Hein. On dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et évidemment, là. Ouais, c'est ça. Bon.
Donc, j'espère que ça a répondu à une partie de la question et ouvert d'autres horizons à votre situation. Si on revient à... bon, on parlait du mouvement sportif. Donc, bref, il va y avoir une portion, évidemment, qui va être supervisée en salle sur les mouvements, en fait, parce qu'on veut quand même que les praticiens apprennent ces gammes-là parce qu'ils ont une fonction. Ils ne sont pas là pour faire beau, ils ne sont pas là pour frimer. Ils ont vraiment quelque chose qui sont très intéressants. Puis, si vous êtes habitué de coacher des athlètes, au moins, vous avez une structure, en fait, avec des périodisations par niveau de difficulté au niveau des drills athlétiques. On ne parle pas mettre une échelle au sol, puis bon, on va un petit peu plus vite, ou on change de rythme, ou on essaie de rajouter un degré de difficulté. Là, on parle vraiment de coordination basée sur la pyramide de développement neurologique avec les mouvements qu'on va dire un peu batraciens, là, la grenouille, qui est deux membres, le même membre des deux côtés, ensuite reptilien qu'on va aller sur le côté, ensuite plus singe qu'on va parler de contrôle latéraux. Donc, on respecte cette hiérarchie-là neurologique au niveau des drills athlétiques, des gammes athlétiques. Donc, c'est franchement génial, très challengeant. Vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ça. Vous allez pouvoir voir en même temps votre athlète, il est où là, dans tout ça. Et en particulier, par rapport au sport qu'il pratique, quelle gamme peut être le plus adapté pour lui, de un, mais il en est où dans son développement aussi. Donc, ça fait une suite logique avec tout ça. Donc, après cette formation-là, la 5e formation, c'est optimisation, correction du mouvement, les sports de force. Donc là, on a vraiment les mains à la pâte. Hein, on commence à travailler avec ça. C'est une formation que j'ai écrite il y a quand même plusieurs années, en fait, dans le temps que je faisais du powerlifting, puis je m'occupais d'hommes forts aussi. J'ai eu 7 champions canadiens quand même. Quand même pas si mal. C'est en fait la compréhension du deadlift, du bench, en fait du développé couché, du squat et du deadlift, le soulevé de terre, mais la neurologie derrière tout ça. Parce que derrière un deadlift, derrière un squat, derrière un deadlift, derrière un squat, il y a effectivement le pied au sol qui va envoyer l'information du sol vers le cerveau. Hein. Le pied, c'est la structure la plus sensible du corps humain, on va dire au niveau proprioceptif par rapport à la peau, là, évidemment. Donc, si le pied sent mal le sol, il va envoyer des messages d'erreur. Il sera pas capable, le cerveau ne sera pas capable d'utiliser les chaînes qui vont stabiliser jusqu'au sol convenablement. Donc, comme c'est des trucs avec une charge, soit dans le dos, soit devant, évidemment, ça inclut un déséquilibre. Ça inclut ce qu'on va apprendre en tant que préparateur physique, c'est comment se positionner de façon optimale par rapport à la barre en fonction de la longueur des segments du corps. Nous ne sommes pas tous égaux, évidemment, mais on n'apprend absolument rien par rapport à la sensibilité des capteurs qui s'occupent de la proprioception, en fait, de comment notre cerveau nous perçoit par rapport à l'environnement. Là, on en revient encore là avec les commandes, comme Maurice le disait tantôt, si je dis à une personne, tiens-toi droit, ça ne veut rien dire, en fait, parce que tu peux te sentir droit, mais en fait, tu vas te sentir droit en fonction de... Ton cerveau va faire du mieux qu'il peut en fonction de la qualité des informations qui vont se rendre à lui. C'est-à-dire, on a l'oreille interne, on a la peau, on a les yeux, on a le pied, on a les capsules articulaires, les muscles, les tendons, on a les chaînes faciales, on a la mâchoire qui va jouer dans l'équation. Donc, à partir de là, est-ce que la personne est capable de... On n'est pas capable de penser à plus que 5 choses en même temps. Vous pouvez faire une petite expérience, si vous voulez, à la maison. Vous êtes assis en ce moment, vous sentez vos fesses sur la chaise. OK, là, là, je sens du froid sur mes avant-bras. Là, je pense à mes fesses sur la chaise, froid sur les avant-bras. Je sens mes yeux aussi qui sont fatigués un petit peu. Donc là, je pense à mes yeux, mes avant-bras, les fesses sur la chaise. Là, qu'est-ce que je peux rajouter? Je sens un petit vent dans mon cou. Là, je suis rendu à 4 informations. Mais vous allez voir, si vous êtes capable d'avoir les 5 en même temps à votre cerveau, ça ne marche plus. Donc, à partir de là, vous devez prendre la barre, serrer fort, garder votre dos activé, les omoplates activées, garder les lats bien activés, enlever le surplus, le mouvement inutile au niveau de la barre, entre les plaques. Vous devez pousser vos fessiers vers l'arrière, garder une tension dans vos ischio-jambiers, garder votre talon, votre petit orteil, votre gros orteil en appui au sol. Pensez à tout ça, plus tout le reste, vos yeux au-dessus de l'horizon. Si vous avez des erreurs proprioceptives, c'est fini. Donc, en fait, c'est comment évaluer ces capteurs-là, comment s'en servir, comment apporter des stratégies pour que ça devienne plus économe, en fait. Là. Donc, j'ai lu environ tous les livres possibles en powerlifting qui se font, les méthodologies aussi. J'ai pris le meilleur, j'ai rajouté mes expériences, j'ai rajouté la neurologie en arrière de ça. Donc,
on va parler des cicatrices, évidemment, de l'ATM, on va parler des classes dentaires, on va parler, donc, on a amené la posturologie dans tout cela. Les yeux, l'oreille interne, etc. Dans le tout, donc, j'ai rajouté les overhead press aussi, donc les poussées au-dessus de la tête. Pourquoi? À cause de la popularité de l'haltérophilie en ce moment, CrossFit, etc. Et moi, dans mes mouvements préférés aussi, des mouvements d'homme fort qu'on va pousser aussi au niveau de la tête. Donc, les livres principaux, je répète, overhead press, bench, deadlift, squat, ces 4 mouvements-là. Toute la rehab associée à chacun de ces mouvements-là. Si la personne descend à la difficulté à aller en bas, aller en haut, à la difficulté à garder les omoplates, à la difficulté à garder tel truc, bien, toutes les possibilités possibles, quoi faire en thérapie, quoi faire en rehab, des périodisations pour le système nerveux à chacun de ces trucs-là, des modèles d'entraînement pour amener la personne du stage 1, stage 2, c'est un bijou, tu le fais, c'est quand même... Tu as parlé aussi des réflexes associés à la force. Oui, aussi, ouais. Qui peuvent aider, qu'on ne pense pas systématiquement, enfin pas automatiquement. Oui, il y a pas mal de trucs. Hein? Puis même toi, tu as une super proprioception, mais on a quand même vu des erreurs techniques chez tout le monde. Puis il y avait des gens qui avaient un super bon niveau dans la salle quand on a donné la formation. Et c'est franchement impressionnant de voir la quantité d'erreurs qu'on ne se rend pas compte. Puis des personnes qui ne pratiquent pas nécessairement, mais qui ont une belle mobilité, donc un moins gros potentiel d'erreur, mais qu'après, ben, c'est de faire des ajustements avec ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'erreur avec le neuro, par exemple. Il y a plein de sportifs de force, etc., qui, après des années, te disent encore qu'ils apprennent sur leurs mouvements, alors que c'est quand même un nombre de mouvements très restreint. Si on en a mis 4, tu en as mis 4, mais en soi, en compétition, il y en a 3. Donc, finalement, quand il y en a qui te disent, là, j'ai essayé encore d'améliorer, on est dans l'excellence, quoi. Ben, exemple, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour toucher autant les powerlifters que les gens du CrossFit, parce qu'en fait, en CrossFit, on ne fait pas de bench. On va faire des mouvements au-dessus de la tête, mais en powerlifting, on ne fait pas de mouvements au-dessus de la tête. On va le faire comme ça. Donc, je me suis dit que comme ça, on allait toucher les sports, on va dire, les sports d'haltéro et les sports de force pure. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà. Et c'est une formation que j'aime beaucoup, en fait, que j'ai autant de plaisir à le donner parce que le travail de recherche qui était fait dans de ce cours-là est assez intense, avec expliquer vraiment les mouvements, de décortiquer chaque mouvement, puis chaque partie anatomique, en fait, qui sont impliquées dans le truc. Est-ce que c'est un problème de préhension? Est-ce que c'est un problème de mobilité? Est-ce que c'est un problème d'outils? Est-ce que c'est un problème de toutes les variantes possibles, en fait? Donc, très, très riche en contenu. Définitivement, cette formation-là va prendre beaucoup d'espace au niveau du temps pratique en salle parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a beaucoup de matériel pratique à essayer par rapport à ça. Voilà, et d'évaluation. Et dernière formation, neurologie appliquée au sport et à la rehab. En fait, un petit cadeau qui est le cours précurseur, en fait, qui va nous mener à Neuroathletic Trainer 2, qu'on va aller beaucoup plus loin, en fait, en neurologie. Mais on va parler d'utilisation de la chromothérapie, l'immunothérapie pour le sport, pour gagner de la mobilité, gagner de la force, etc. On va parler des principes knees over toes, dance strength, ces choses-là, en fait, comment maximiser un entraînement pour qu'il soit le plus court possible, mais avec le plus d'intensité possible pour créer une meilleure prise en force, meilleure prise en masse musculaire, etc., pour sauver du temps. Les gens qui sont occupés, vous êtes des coachs, vous avez une salle à gérer, vous avez un certain succès, surtout après la formation, le cursus complet. Vous allez avoir moins de temps pour vous entraîner. Malheureusement, ça vient avec. Donc, vous allez avoir besoin d'une méthodologie comme ça qui vous permette, en fait, de maximiser vos entraînements le plus rapidement possible. Moi, j'ai vécu ça. Je travaillais 80 heures semaine. Mes entraînements, dès que j'essayais d'aller jouer avec la force, des fois, j'avais des beaux gains, mais la plupart du temps, je tombais malade en épuisement ou je me faisais mal pour une raison, tout simplement, mon système nerveux était capote, fatigué, épuisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand le système nerveux est fatigué, c'est lui qui active les muscles. Donc, quand que les muscles commencent à désactiver, on vit dans nos ligaments, puis c'est là que ça devient dangereux. Là, qu'est-ce qui est intéressant dans cette formation-là, c'est qu'on va vous faire des tests de système nerveux central, voir est-ce que votre système nerveux, quand vous entraînez, est à pleine capacité ou vous êtes à capacité réduite. Là, vous allez apprendre à savoir, aujourd'hui, je suis en forme, je ne suis pas en forme. Est-ce que je suis capable de rajouter des séries aujourd'hui? Est-ce que je dois arrêter maintenant? Est-ce que je peux faire un truc avec le système des couleurs, je vous ai parlé tantôt, qui va rebooster mon système nerveux, qui va me donner un peu plus de temps de travail?
ou choisir une méthode, en fait, qui va nous permettre de, bon, OK, ben là, c'est le temps d'arrêter. Aujourd'hui, ben, il faut que je fasse un déload. Parce que classiquement, comment on va travailler habituellement? On va avoir une période, bon, une phase d'intensification, une phase, bon, des choses comme ça. Puis après ça, on va faire une phase de déload la 4e semaine. C'est une période classique qui fonctionne avec le système nerveux central de la majorité des gens pour contrer un peu le syndrome général d'adaptation. Mais est-ce que si je commence un cycle demain matin, moi, en ce moment, dans mon état, en ce moment, je suis fatigué, je commence un cycle demain matin. Je serais peut-être mieux de faire du déload demain matin pour commencer, puis de commencer dans une autre phase que de commencer dans une phase, je ne sais pas, d'intensification, peu importe. Donc, c'est apprendre à comprendre son système nerveux, comment on fonctionne, d'avoir des tests comme ça pour pouvoir se gager, pour pouvoir s'évaluer chaque jour au quotidien pour savoir, bon, j'en suis où? J'en suis où après cette répétition? J'en suis où avant de faire mon autre set? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que je peux en prendre plus? Est-ce que je peux me créer une stimulation qui va faire que je peux aller plus loin ou même si malgré la stimulation d'un exercice vers mon système nerveux continue à dire non, ça suffit. C'est très intéressant, c'est très bénéfique en fait, parce que souvent, on veut passer au travers du plan d'entraînement, mais on fait juste se causer du tort en fait. C'est là qu'on crée une surcharge neurale, c'est là qu'on crée une fatigue, puis qu'on s'épuise. Le système nerveux a besoin de guérir. C'est comme le système musculaire, il doit récupérer, puis il est beaucoup plus complexe à comprendre qu'un muscle. C'est pas comme je me fais masser, puis ça va mieux. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, le système nerveux. Et le système nerveux, en fait, c'est absolument tous les stresseurs vont l'affecter. Ça peut être j'ai mal mangé, j'ai mal dormi, émotionnellement, j'ai eu une prise de bec avec une personne X, puis que là, je l'ai sur le cœur, je ne me sens pas bien. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez le meilleur athlète, un athlète olympique, il vient de faire 4 ans de programmation, il arrive à l'événement, il est le jour de la performance, il reçoit un appel, il est en haut de la montagne, ta mère vient de mourir d'un accident. Désolé, mais son 4 ans de préparation, on vient de faire ça avec. Bon, une chance qu'il y a des préparateurs mentaux de nos jours, mais ça reste que le mental va toujours affecter le corps humain. On a quelque chose de magnifique dans le corps qui s'appelle le système émotionnel moteur, que très peu de personnes parlent, avec toutes les fibres gamma, etc., tout ce qui donne l'effet mouvement gracieux humain qu'une machine n'a pas. En fait, elle va être précise, mais elle n'aura pas de grâce. C'est affecté par notre système émotionnel. Quand on voit des danseurs qui bougent, puis ça vient de chercher des émotions, si on programmait un robot à bouger, on ferait « Ah, wow, il est agile comme robot », mais ça ne vient pas nous chercher du tout de la même façon. Puis le système émotionnel est super important aussi dans le mouvement. Le système émotionnel va évidemment, comme toute chose, drivé par le système nerveux central. Donc, il faut apprendre à comprendre ces structures-là, il faut apprendre à jouer avec, essayer de tricher avec ça aussi, en fait, de dire hey, tu penses que tu es fatigué, je vais te donner un petit cadeau entre deux. Des fois, ça peut être tout simplement des glucides de l'entraînement. Ça peut être n'importe quoi, mais ça dépend de chaque personne. Mais bref, il y a toutes les évaluations possibles dans cette formation-là. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a mis? Des exemples, en fait, d'entraînement en circuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les stimulations du réflexe vestibulo-colique, entre autres, pour booster, en fait, l'activation de chaînes musculaires précises dans le corps. Ça, c'est assez violent comme résultat. Voilà, et plein d'autres cadeaux. Donc, on a le plan, en fait, j'ai parlé à Greg White tantôt, Grégory, qui va s'occuper du marché en Australie, en fait, Nouvelle-Zélande, etc., présenter le cursus en anglais. Donc, le cursus va être traduit aussi pour le monde anglophone. Donc, c'est assez génial. On a bien hâte de vous voir dans la francophonie. On va mettre des dates très prochainement, en fait, pour le cursus complet. Premièrement, on va mettre des dates pour le cours d'introduction. Donc, libre à vous de vouloir faire le cours d'introduction ou d'adhérer directement au cursus prochainement. Tout va être mis en ligne sur le site academianeura.com. On va mettre dans la section « Apprendre un nouveau métier ». Vous allez pouvoir aller dans cette section-là. La certification Neuro-Athletic Trainer va être là. Cliquez dessus. La description complète va être là. Vous allez avoir les liens des formations en même temps pour lire les descriptions complètes. Vous allez peut-être avoir des vidéos associées avec tout ça en même temps. Le nombre d'heures de formation, les exigences, les dates projetées dans le futur par rapport à
l'éco-pratique, qu'est-ce qui va se passer dans l'éco-pratique, les cursus supervisés en salle. Puis on a vraiment hâte de vous amener ça parce que c'est vraiment une révolution dans le domaine. C'est ça, j'avais super hâte de travailler avec les coachs parce que oui, je suis une tête d'affiche en neurologie pour la thérapie, ça fait des années, mais je ne suis pas n'importe qui en entraînement non plus, je sais pas si mal. Tu as commencé par là? J'ai commencé par là, commencé par là, en fait, ouais, définitivement. Rehab, puis sport. Puis là, après ça, ben, j'ai commencé à vraiment travailler en neuro. Ça fait longtemps. Donc, là, c'est un peu le fruit de tout ce travail-là, en fait. C'était d'amener ça aussi d'une façon pour les coachs, les préparateurs, pour éviter les conflits avec les droits de pratique. Il fallait trouver une stratégie pour amener ça, pour qu'ils puissent travailler, avoir des outils, puis que ça ne soit pas du répétage, parce que moi, ce que j'ai l'impression, ça fait quand même 14 ans que je suis dans le métier, je commence à avoir du recyclage, de recyclage, de recyclage. Maintenant, avec l'Internet, je vois des formations, en fait, c'est des trucs que j'ai fait il y a 8 ans et plus, qui sortent maintenant dans la francophonie, puis je me dis, ben, pour moi, c'est rien de nouveau. Puis je me suis dit, bon, là, il est temps qu'on lance nos choses, puis que ce soit l'inverse qu'on fasse, on commence le français, qu'on amène ça en communauté anglophone aussi. Puis, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge, puis il faut que les gens deviennent meilleurs, plus compétents, plus confiants, puis qu'on ait plus de résultats. Puis c'est ça le but de Nourad, mes amis. Une nouvelle ère de thérapeute, une nouvelle ère de coach, une nouvelle ère de plein de choses. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir. Si ça vous intéresse, le cours d'introduction, le cursus complet, vous pouvez l'écrire. Je suis intéressé au cours d'introduction, intéressé au cursus. Vous pouvez nous écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous parler. Je finirai peut-être avec un petit truc. Je veux te féliciter en passant. Félicitations. Merci. Félicitations. Moril, je ne sais pas si vous avez vu le reel qu'on a fait dernièrement. On a nos amis du Mouvart au Luxembourg qui vient d'ouvrir, en fait, samedi. Fabio Teixeira et Charlie Despape ont ouvert un super gym au Luxembourg et Moril va aller travailler les lundis là-bas. Lundi là-bas, ouais. Donc, vous allez pouvoir, c'est proche. La ville, je ne sais pas trop loin de Luxembourgville, là, évidemment. Non, c'est pas ça. J'ai oublié le nom. Ouais, un nom bizarre. Ouais, en luxembourgeois. Ouais, c'est ça. Donc, Moril va être là tous les lundis. En fait, il va passer la journée là-bas. Donc, Moril il a fait le cursus de posturologie Nuera aussi, donc il fait des consultations de neurothérapie assez avancées comme praticien. C'est notre meilleur en Belgique, en fait. C'est quand même pas mal. Plus que, ultra, hyper, méga compétent, on va dire, en entraînement. J'aime ça, mais il faut l'habituer parce que ce mec-là, c'est une légende en devenir. Et là, j'ai du flair pour ça, en plus. Donc, consultation avec lui, gym là-bas. Sinon, tu pratiques à Esneux, tu es à côté de Liège, en fait. Exactement. Ici. Ouais. C'est juste à côté. Vous pouvez contacter, que ce soit pour la posturo, pour la préparation physique, le coaching personnalisé, privé. Il te contacte tout. Voilà. Donc, en fait, j'ai plusieurs pages. Bon, j'ai ma page perso, mais ça, c'est pas ce qui vous intéresse. Pour la posturo, c'est Esprit Neuro, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Tout collé. Voilà, tout collé. Pour Instagram, maintenant, j'ai ouvert un nouveau compte il y a quelques semaines parce que je voulais vraiment scinder les deux, où là, je présente des astuces par rapport à la préparation physique, la musculation, etc. Donc, j'ai appelé ça Astuces musclées au pluriel. Donc, pareil, c'est collé. Super en passant. C'est super cool que tu aies fait ça. Voilà, je me disais qu'il fallait que je scinde les deux, pas mélanger. Et puis, alors Facebook, je repartage ce que j'ai sur Astuces musclées, mais là, c'est pas la même appellation. C'est Moril Tunus Coach et préparateur. Moril Coach et préparateur physique. Mais quel bordel! Ouais, c'est... Excellent. Puis moi, je suis ambulant en ce moment. Hein. Luxembourg, là, je suis en Belgique. Demain, je quitte la Belgique. Je retourne en France. Après ça, je monte à Paris. Donc, 19-20, il me reste des places en consultation à Paris, si jamais ça vous intéresse. Je vais être dans le 11e arrondissement. Et ensuite, je m'en vais en Normandie 4-5 jours. Formation, moi aussi, je me forme toujours, en fait. Puis je vais prendre des consultations aussi là-bas. Je vais être proche de... Lisieux, c'est quoi déjà? Bref, en Normandie, quelque part dans ce coin-là. Hein? C'est pas très grand. Lisieux, peut-être. Un truc comme ça. Pas très puis, bon. après ça, redescendre Paris, peut-être 2-3 jours à Paris. Puis après ça, je retourne en Suisse. Donc, moi, je suis entre Martigny et Le Châble, donc dans le Valais, portion sous Lausanne, en fait, à 1 heure de Lausanne. Donc, c'est quand même desservi en train si jamais vous venez.
consultation. Ça va me faire plaisir de vous voir. Donc, faites-moi signe, même chose, les rendez-vous, les pages, Nuera officielle, hein, voilà. Vous pouvez me contacter directement par là. Ou sinon, Nicolas Desjardins, je pense que c'est le neurothérapeute. Je ne sais même plus quel titre je donne, j'en ai trop. T'en as trop. Ouais, c'est ça. On résume éventuellement. Donc, merci beaucoup. Petit partage, j'avais aimé ça. Petit cœur, youhou, juste pour nous faire signe, vous êtes vivants parce que je vois il y a plein de gens qui se connectent, mais on ne les voit pas. Guillaume qui a rejoint, il va bien mettre un petit cœur quand Salut, même. salut. Bon, ben, merci beaucoup. Hey, bonne journée, puis au plaisir de vous avoir en formation avec nous. Vous n'allez pas perdre votre temps ni votre argent. On est là, nous, pour vous amener vers l'élite and beyond. OK, ciao. Et ciao. Ciao.